Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, rencontre philosophique, le pouvoir féminin en Égypte ancienne. Conférence donnée par Sophie Mongeau et Céline Bouchard. Bonne écoute. Merci Sophie. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. On est très heureuse, Sophie et moi, de vous présenter ce thème très inspirant, je pense, avec le pouvoir féminin en Égypte ancienne, force, beauté et sagesse. On va faire un grand voyage ce soir, de voyager à travers le temps et voyager à travers l'histoire aussi, pour rencontrer une grande source d'inspiration qui est l'Égypte. Et puis rencontrer peut-être un mystère, l'Égypte qui elle-même est un mystère pour les égyptologues encore aujourd'hui, les historiens, et un autre mystère qui est le mystère féminin. Alors ça peut être très intéressant de faire se rencontrer ces deux mondes qui nous inspirent et nous intriguent aussi. Avec la femme et le pouvoir féminin en Égypte ancienne. Alors, c'est très intéressant. On a quelques images ici. Est-ce que ça va comme ça? Voilà. Alors, de l'Égypte, on a des splendeurs, des beautés réalisées à travers l'architecture, à travers la sculpture, à travers la peinture, à travers les toiles. On a des textes aussi poétiques, merveilleux. On a des extraits de musique ancienne aussi qui nous chavirent. Alors, je pense que la meilleure façon d'aborder l'Égypte, d'aborder le mystère féminin, c'est de se laisser toucher par la beauté déjà. Alors, fantastique pour celle qui a eu l'opportunité de déjà visiter l'exposition. Et nous, on est très heureux de ça parce que aussi à Nouvelle Acropole, on fait des reproductions archéologiques. On a un atelier de moulage et on a reçu une commande du musée Pointe-à-Caillère et on a été très heureux d'y répondre. Alors, il y a plusieurs dizaines de nos pièces sur l'Égypte ancienne qui sont là présentement. On a même des artistes présents dans la salle qui ont produit ces pièces-là. Toutes les patines sont réalisées à la main. C'est une très grande fierté pour nous. Et c'est une façon aussi, par l'art, de rencontrer cette force, cette sagesse qui a habité l'Égypte et qui est en train de nous parler justement peut-être du sens de ce mystère que l'on y retrouve. Alors, bien sûr, parler du pouvoir au féminin en Égypte ancienne, mais de quoi est-on en train de parler? Est-ce que nous, aujourd'hui, ne sommes-nous pas les plus évolués de notre histoire? Si je vous pose la question. Peut-être pas. Non, alors ça, c'est intéressant. Mais on se rend compte que encore aujourd'hui, il existe beaucoup de préjugés qui nous sont transmis par notre éducation, des fois un peu à la manière hollywoodienne, et qui nous fait passer à côté d'un grand trésor de la civilisation. Mais oui, les historiens, heureusement, sont en train de nous dire que l'Antiquité n'est pas nécessairement dépassée, que le passé n'est pas nécessairement dépassé, et qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas nécessairement les plus évolués des cultures qui ont existé à travers l'histoire, mais qu'il a pu exister des civilisations qui, à certains moments de leur histoire, se sont approchées un peu plus d'une sagesse, d'une vérité, et entre autres d'une compréhension des polarités de la vie, donc d'une compréhension de la polarité féminine.
Et c'est ça qu'on va retrouver en Égypte ancienne. Alors cette dame, cette femme, contrairement à ce qu'on peut penser des fois de façon, si on a une lecture plus superficielle, elle occupait toutes les sphères de la société. La femme médecin connue qui remonte le plus loin dans l'histoire de l'humanité, on la retrouve en Égypte. Une femme qui pratiquait la médecine. Et ça, c'est il y a 4500 ans. Donc, au fur et à mesure que l'histoire se dévoile, on se rend compte que la femme en Égypte ancienne, elle occupait toutes les sphères de la société. Elle occupait tous les métiers. Était-elle aussi libre qu'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous me répondriez? Peut-être. Et même, oui, certainement, parce que si on fait les recherches historiques, on va voir que oui, elle était aussi libre qu'aujourd'hui, sinon plus. Sinon plus, exactement. Parce que, encore aujourd'hui, on va avoir quand même beaucoup de résistance, surtout si on accole ces deux réflexions de pouvoir et de féminité. On est toujours en train de parler dans notre société québécoise ici, au 21e siècle, de femmes qui, transpercent le fameux plafond de... C'est quoi le plafond? C'est le plafond de verre, là, je pense à notre mairesse actuelle ou à d'autres femmes de notre histoire récente. Alors que... assumer des responsabilités, assumer le pouvoir en Égypte ancienne était quelque chose de tout à fait naturel, qui faisait partie du quotidien. En fait, on va dire que on va rencontrer que quand on parle de l'Égypte et quand on parle du pouvoir, il faut revoir quelle était la conception du pouvoir en Égypte ancienne. Au départ, tout est là, parce que pour les Égyptiens, en fait, le pouvoir n'est pas quelque chose qui se prend. C'est quelque chose que l'on reçoit. Le pouvoir, en fait, appartient en Égypte ancienne à la vie. C'est la vie qui a le pouvoir pour les Égyptiens. Ce n'est pas les individus. Les individus peuvent être des réceptacles de vie, des canaux pour exprimer la vie, que ce soit au travers de la science, que ce soit au travers de l'art, que ce soit au travers de l'éducation, que ce soit au travers les œuvres de construction. C'est toujours le pouvoir de la vie qui peut circuler à travers l'humain. Et la vie n'appartient pas à l'humain. Nous sommes à l'intérieur de la vie et la vie est un mystère. C'est ce que concevaient les Égyptiens. Et la vie peut couler à travers nous. Alors c'est pour ça que le pouvoir, en fait, est toujours en relation avec le mystère de la vie. Et pour les Égyptiens, le mystère de la vie est l'expression de ce qu'on appelle l'esprit, de cette dimension spirituelle qui va caractériser tout le développement de la société égyptienne. Pour rencontrer l'Égypte, il faut pouvoir rentrer dans un langage qui est différent du langage rationnel. Il faut pouvoir, même si les Égyptiens, et ceci n'exclut pas la raison, et puis je pense qu'on en a de multiples témoignages, mais ce que je veux dire, c'est que les Égyptiens se sont reliés à la dimension de l'invisible, à cette dimension qui est celle de l'intériorité, qui est particulièrement un attribut de la féminité. Donc, ceci est intéressant aussi à considérer.
Parce que juste peut-être une petite parenthèse, aujourd'hui, dans la lutte des femmes pour l'égalité, à travers toute une histoire que l'on connaît, quelquefois, la quête du pouvoir ou prendre le pouvoir s'exprime de façon masculine. Les femmes vont peut-être devoir vivre le pouvoir comme les hommes pour l'assumer. En même temps, il y a un grand questionnement dans notre société par rapport à ça. Parce que je pense que et les hommes et les femmes ne sont pas tout à fait confortables avec cette idée-là. Parce qu'il y a quand même une nature féminine, une nature masculine. Et le grand secret de l'Égypte ancienne, c'est d'avoir pu vivre cette complémentarité des opposés. La complémentarité du féminin et du masculin. Et c'est cette quête de complémentarité qui va caractériser aussi toute l'organisation et le sens de la vie chez les Égyptiens. Le sens de la vie aussi, il va s'exprimer à travers cette quête de ce qu'ils vont appeler le soleil de la vérité. C'est une quête de sagesse, c'est une quête de vérité, c'est une quête d'authenticité, de ce qui est vrai, de ce qui est authentique, de ce qui est... Et donc, ce soleil de vérité, il est symbole de l'esprit. Il est symbole d'une dimension spirituelle. Et cette vérité, elle appartient à la vie. C'est la vie qui a la vérité. Donc c'est une quête de sagesse. C'est pour ça que pour nous, qui sommes une école de philosophie, ça nous intéresse particulièrement cette perspective que l'on ne rencontre pas seulement en Égypte ancienne, que l'on va retrouver, que l'on va rencontrer aussi dans d'autres civilisations, qu'elles soient orientales, avec la complémentarité du yin et du yang, par exemple, que ce soit aussi chez les Amérindiens, ou dans la tradition de sagesse, la femme va représenter aussi ce pôle de sagesse, qui donne conseil au chef de la tribu. Mais c'est elle qui est en lien avec cette dimension de connaissance de la vie. Et même le pharaon devait activer cette polarité féminine en lui-même, par lequel il était inspiré justement par l'épouse royale ou la reine qui va siéger à ses côtés pour développer en lui-même cette capacité de se relier à ce soleil de la sagesse, à ce soleil de la vérité. Bien sûr, on n'atteint jamais en tant qu'être humain. Les Égyptiens ne l'ont pas atteint non plus. Je ne veux pas dresser, je suis très inspirée par l'Égypte ancienne, certainement comme vous, ici. C'est ce qui vous amène à la conférence probablement, mais je ne veux pas non plus dresser un portrait idyllique de l'Égypte. Mais l'Égypte a vécu des périodes très harmonieuses et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs de durer aussi longtemps à travers les siècles, voire les millénaires. Il y a peu de civilisations qui se sont développées sur une période aussi longue que l'Égypte ancienne. Ça constitue déjà là un mystère. Alors, beaucoup d'éléments à mentionner avec l'Égypte ancienne et cette question du pouvoir féminin. Donc ici on a dans ce papyrus quelque chose qui est intéressant, la représentation bien sûr de la déesse Isis qui représente la sagesse, qui est celle qui peut donner vie, ce qui correspond aussi à la polarité féminine, qui donne vie dans son corps, physiquement. Elle est une maison
qui abrite l'enfant. Mais elle ne donne pas vie seulement au niveau physique, elle donne vie aussi au niveau psychologique. Grande capacité d'harmoniser les hommes, les femmes qui constituent la cité, qui constituent le pays, pour que tout le monde puisse travailler ensemble. C'est un attribut de la féminité. Donc, donner vie au niveau psychologique, non? Et donner vie au niveau aussi spirituel. Et on va la voir dans une représentation d'Isis. Je vais donner un autre nom, je ne veux pas qu'on se perde dans les noms, là, mais il y a une expression de Isis qu'on appelle aussi Isis Hathor. H-A-T-H-O-R. Hathor. Le H-O-R et les premières lettres du nom de ce soleil auquel cette déesse va donner naissance, qui est Horus, son fils, qui est le soleil renouvelé. Donc cette déesse, qui est la maison du soleil. Donc ce soleil de vérité. Tout est, chez les Égyptiens, tout est plein de sens. La vie est pleine de sens. Et l'humain est un microcosme à l'image de l'univers, à l'image de ce macrocosme, qui est constitué aussi de tout ce sens, qui a cette capacité, par exemple, la femme, qui a cette capacité de donner vie au niveau physique, au niveau psychologique et au niveau spirituel. Quand elle connaît sa nature, parce que ce n'est pas instantané. Nous naissons femmes et nous naissons hommes avec nos caractéristiques, mais ce n'est pas instantané de se connaître en tant que femme, en tant qu'homme. Voilà pourquoi les dieux et les déesses vont représenter les principes qui sont associés aux polarités et vont nous permettre de les découvrir à l'intérieur de nous-mêmes. Donc je reviens ici à cette scène que l'on voit dans le papyrus avec, bien sûr, la déesse Isis qui va déployer ses ailes. Et ici, elle est en signe de protection de la reine, de la pharaon, qui va porter sur sa tête le soleil. Donc, ça aussi, c'est un attribut, un symbole de cette déesse dont je viens de parler. Et donc, c'est le pouvoir vient toujours, comme je l'ai mentionné, de la vie, la source de vie qui est d'où vient la vie. C'est un mystère. Non? Alors, c'est un mystère, et en même temps, c'est ce que les Égyptiens, comme les différents peuples qui se sont reliés à une dimension, une compréhension, disons, plus d'intérieur et plus profonde de la vie, vont appeler l'esprit. Donc, cette source de vie est spirituelle. Et donc, c'est cette source de vie spirituelle que Isis va transmettre à la reine, qui est assise sur son trône. Donc cette reine qui va recevoir le pouvoir de la part de la déesse Isis. Elle a des attributs. Il y a tout un symbolisme. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais quelques éléments qui sont importants. Pharaon, le mot lui-même veut dire maître de la maison. C'est ce que ça veut dire, pharaon. Donc, la pharaon au féminine veut dire la maîtresse de la maison. Et la maîtresse de la maison, c'est la maîtresse de la maison de toute la terre entière. C'est ce que va symboliser Pharaon. Alors, bien sûr, de toute la terre entière, du pays de l'Égypte, des différentes cités, ce sont des maisons.
Et donc, le pouvoir ne s'assume pas seulement, bien sûr, en Égypte ancienne comme pharaon, mais il s'assume dans toutes les sphères de la vie. Mais pour qu'il puisse s'assumer, alors il s'assume dans le foyer, dans notre maison physique, la femme dans son foyer qui assume le pouvoir de la maisonnée, avec les enfants, dans la cité, avec son rôle professionnel, tous les rôles qu'elle peut, qu'elle assume, encore une fois, comme on le mentionnait encore une fois. Donc, pour assumer ce rôle, la chose qui était demandée à Pharaon, féminine, masculine, c'est la même chose aussi, c'est premièrement d'assumer le pouvoir sur soi. Pour gouverner le pays, il fallait se gouverner soi-même. Donc, le pharaon, au départ, n'est pas une transmission par le sang. C'est pas parce qu'on est né dans une famille royale que l'on devient pharaon. Mais c'est vraiment un système un peu comme le Tibet. Si vous connaissez un petit peu la référence tibétaine, où, par exemple, on va aller de maison en maison et on va identifier les enfants qui ont des qualités particulières, des qualités d'être. Ce n'est pas des savoirs intellectuels, c'est des qualités d'être, des capacités morales, des capacités éthiques. Parce que chez les Égyptiens, il y a une grande formation éthique et morale qui est au cœur de toute l'éducation de l'Égypte ancienne. Ça, c'est très, très intéressant pour nous aujourd'hui. Le pharaon, c'était pas celui qui s'en mettait plein les poches dans les enveloppes brunes ou... c'est pas ça du tout. Alors, donc, c'est d'abord la maîtrise de soi qui va permettre d'assumer les responsabilités. Et il va aller avec ça, bien sûr, le sens de l'humilité, parce que Pharaon, c'est pas celui qui est supérieur, aussi bien la reine pharaon que le pharaon, celui qui est supérieur aux autres et qui est au-dessus de la mêlée. Non, Pharaon, la dame pharaon, et on va avoir un très beau portrait tout à l'heure. Sophie, elle va nous présenter cette magnifique reine qui est Hatshepsut. Elle va nous la présenter, donc on va avoir un exemple concret dans l'histoire de ce que je suis en train de poser ici. Mais c'est ça, Pharaon est au service, il est au service de l'harmonie du peuple. Et si il n'est pas nommé à vie, et si il ne réussit plus à préserver l'harmonie du peuple, il est destitué. Quelqu'un d'autre va le remplacer. Parce que c'est un principe. Ce n'est pas un individu. Et le pharaon était une lourde responsabilité, bien sûr, que de renoncer, c'est un sacrifice en fait, de renoncer à sa vie personnelle pour assumer les fonctions de préserver la conduite juste et harmonieuse du peuple. Donc voilà. Alors, elle reçoit ici un bâton qui est le bâton du pouvoir. Et le bâton du pouvoir, elle le tient dans sa main gauche. Alors, juste pour... qui est la polarité de réceptivité. D'accord? Alors, oui, c'est ça, le bâton de pouvoir. Là, elle l'a dans son ordre. Donc, en fait, c'est par rapport au dessin, mais je peux... Oui, c'est inversé, là, mais je peux vous dire qu'elle est... Oui, c'est ça. Parce que c'est dans la main gauche. Le bâton, parce que le pouvoir, comme je le disais, est en relation avec la réceptivité. C'est ce qu'elle reçoit. Ce n'est pas elle qui prend le pouvoir. On ne donne pas le pouvoir. C'est quelque chose qu'on reçoit. Et ça va avec la capacité
de réceptivité qui va avec la clarté intérieure. C'est que quand il y a trop de troubles, de désordre, psychique, émotionnel ou tout ça, la vie ne passe pas. Alors que ça, ici, ce bâton, c'est l'expression de la vie qui coule. Vous voyez? Ouais. Alors, c'est l'expression d'une sagesse qui est acquise. Alors, on peut recevoir. Je pense que nous, aujourd'hui, on aimerait bien être gouvernés par des sages. Ou en tout cas, c'est rare les sages, je vous l'accorde. Il n'y en a pas beaucoup, mais par des philosophes, peut-être des amoureux de la sagesse, en tout cas un peu plus sages. Ça peut être intéressant. Et dans l'autre main, elle tient l'ancre. L'ancre, la croix en C qu'on porte en bijoux, qui est très harmonieuse, qui est comme un signe de Vénus aussi, il y a une parenté, qui est ce qu'on appelle la clé de vie. La clé de vie. Donc la capacité de donner vie, de faire circuler la vie, d'amener la vie, de célébrer la vie. Alors ce sont ces attributs qui expriment sa capacité d'agir dans la cité pour le bien commun de ses sujets. Alors, on est loin d'une image de tyran ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Bien sûr, il y a eu des périodes de décadence minimalement, des fois on parle jusqu'à 9000 ans d'histoire en Égypte ancienne, et même plus ça va, plus on recule en fait. Mais c'est une civilisation qui a eu une durée extraordinaire. Alors c'est sûr, il y a eu des périodes, mais tant que les Égyptiens ont compris, se sont reliés à la nature de la vie et les polarités de la vie, ils ont pu préserver cette harmonie. Et c'est pour ça qu'on a tant de connaissances qui nous sont livrées par cette civilisation. Bien. Alors, donc ici, alors une représentation très belle ici de la reine. Et on voit un autre attribut, je voulais vous la montrer pour la beauté de l'image, mais aussi pour un autre attribut qui est ici, ce qu'on appelle un fléau, en fait, et c'est un peu comme un fouet. Dans une vision très très étroite, on a dit c'était pour battre les esclaves. On voit aussi bien le pharaon masculin que la pharaone féminine avoir cet attribut, mais ça n'a absolument rien à voir. Cet attribut, c'est pour ça qu'avec l'Égypte, c'est bien important de rentrer dans le monde symbolique, de pouvoir comprendre que les différents attributs qui vont être présentés et que vont avoir les différentes personnes avec les différentes responsabilités qu'ils vont avoir sont en train de symboliser des principes de vie. Comme ce fléau dont je suis en train de parler, qui est l'expression, c'est l'expression d'une force extériorisée. Ça veut dire la capacité de bâtir, la capacité de construire. Parce que oui, ces attributs de la femme, de la féminité, son pouvoir de donner vie, mais aussi sa capacité aussi de bâtir, de construire, de créer. Et donc là, on va la retrouver avec cet attribut-là, parce qu'elle assume le rôle de bâtisseur dans le pays. Et là, ce rôle de bâtisseur lui est inspiré par la polarité masculine. Voyez-vous, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi bien la dame, la reine, mais la dame, la femme, dans toutes les fonctions de la société, va inspirer l'homme, et l'homme va inspirer la femme aussi. Donc, ils sont complémentaires, l'un et l'autre travaillant ensemble, pas en compétition,
pas supérieur, inférieur. Non, on peut travailler ensemble parce qu'on est deux expressions de la vie, mais c'est la nature, ça. Et c'est magnifique. Toute la création se fait par la rencontre du féminin et du masculin. Alors, waouh! Je pense que là, on est en train de rêver. On aimerait ça qu'on puisse revivre ça encore aujourd'hui parce que nos modèles d'avoir créé une relation dualiste, supérieur-inférieur, le bien, le mal qui nous vient de notre histoire aussi, tout ça nous a coupés de nous-mêmes. Alors, pour se sentir... Ben non, on est égaux. On a dit, OK, on va être unisexe. On va enlever les polarités pour être égal. Mais en même temps, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans parce qu'on n'est pas pareil. Les hommes et les femmes, on est différents. Et c'est magnifique qu'on le soit. Et c'est là où l'Égypte encore nous enseigne beaucoup. Donc ici, l'harmonie des opposés, on va le voir à travers un autre papyrus, encore une fois, où l'on voit ici, c'est Isis Hathor, parce qu'elle est coiffée ici des cornes et de ce soleil de vérité, et qui transmet le pouvoir ici à Pharaon. Et puis on va le voir au travers du couple royal qui préside à la destinée du pays de l'Égypte. Alors, une femme pouvait être pharaon et régner seule. On en a eu plusieurs à travers l'histoire. Un pharaon, par contre, va être accompagné de l'épouse royale. Pour les caractéristiques de la femme et du pouvoir dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, on va avoir très peu d'épisodes, et ça, les historiennes, je pense à Madame Noblecourt, Christiane Desroches-Noblecourt, a beaucoup parlé de ça. Sophie va nous en reparler aussi. Mais oui, c'est vrai, la femme pouvait régner seule, mais l'homme va régner avec Pharaon, le maître de la maison, va régner avec à ses côtés l'épouse royale pour lui permettre d'être en lien avec ce principe de vie, de réceptivité justement de la vie et de cette capacité de donner vie. Alors, je passe la parole maintenant à Sophie qui va nous introduire tout un autre volet de ces caractéristiques de la femme en Égypte ancienne. On va continuer de rêver. Oui, alors Céline, tu as parlé des pharaons, des pharaones. Donc, un grand exemple que nous avons, c'est la reine Hatshepsut, que vous connaissez peut-être déjà. Ça a été une grande pharaone, mais avant d'être pharaone, elle a d'abord été la grande épouse royale d'un pharaon. Puis, elle a été régente de l'Égypte et finalement, elle est devenue pharaon. Ce n'est pas par contre la première femme pharaon, c'est pas la dernière non plus. Donc, elle s'est inscrite vraiment dans toute une lignée de femmes qui ont été au pouvoir en Égypte. Donc, c'est quand même intéressant. Céline, comme tu le disais, pour nous, aujourd'hui, dans la société, on n'a pas beaucoup d'exemples de femmes qui sont à la tête de pays, qui sont à la tête de pouvoir. Il y en a quelques-uns, mais ça reste quand même assez limité. Puis c'est toujours quelque chose qui nous surprend pratiquement, ou ça fait les manchettes. Mais à l'époque de l'Égypte ancienne, c'était tout à fait normal. Donc, c'était pas du tout étonnant qu'une femme puisse prendre le pouvoir, puisse prendre une charge d'importance. Et on retrouve la femme non seulement comme pharaon, mais comme tu l'as dit, Céline, à toutes les couches de la société et dans des rôles aussi, des rôles sacrés. Donc, on voit beaucoup de femmes prêtres, des gardiennes de temples, ou celles qui s'occupaient des temples, justement. Donc, beaucoup de femmes dans des rôles sacrés, dans des rôles spirituels en Égypte
ancienne. Parce que, comme vous le savez, comme Céline en a parlé beaucoup, toute l'Égypte ancienne se fonde sur ce mystère du sacré, ce mystère de la vie, cette magie un peu. Et la femme, un peu comme Isis, en fait, c'est comme la grande magicienne. Isis, c'est la magicienne, donc c'est celle qui retient tout en cohésion, tout ensemble. Donc c'est celle qui est capable d'embrasser de ses bras toute la vie, puis de maintenir l'harmonie. Donc, et ça, c'était un principe féminin qui était connu de l'Égypte ancienne. Et c'est pourquoi, entre autres, les Égyptiens respectaient beaucoup la femme, parce qu'ils étaient conscients de ce rôle-là indispensable que la femme jouait dans le maintien de l'harmonie, dans le maintien de la beauté, dans le maintien de l'ordre, entre autres. Et une divinité qui nous parle de ça, c'est Maat. Donc il y avait bien sûr des divinités masculines, mais aussi beaucoup de divinités féminines, puis qui nous parlent justement de ces grands principes de la nature qui peuvent être féminins ou masculins. Mais la justice, c'était symbolisé par un principe féminin. Et par Maat, qui incarnait justement qui était le principe divin de la justice, parce que c'est pas évident de comprendre ou de capter des principes comme la justice ou la beauté ou la vérité ou la bonté. C'est difficile aujourd'hui pour nous de s'approprier ou de décrire ces concepts-là. Mais pour les Égyptiens et pour beaucoup de civilisations anciennes, la façon pour eux de s'approprier ou de comprendre ou d'intégrer ces principes-là, c'était par des divinités, par des déesses, des dieux. Donc, pour nous, ça nous donne une porte d'entrée vers ces concepts-là. Et c'est pour ça qu'ici, à Nouvelle-Acropole, on étudie beaucoup les anciennes civilisations, les anciennes traditions, parce que toute cette symbolique-là des divinités nous donne vraiment une porte d'entrée vers un autre monde, ou un autre concept qui n'est pas rationnel, mais qui nous ouvre vraiment une voie plus plus intuitive, plus réceptive de la compréhension de la vie. Et on comprend bien qu'avec tout l'héritage que l'Égypte nous a légué, c'est clair qu'ils avaient une vision qui n'était pas seulement rationnelle de la vie. Donc c'était vraiment quelque chose de plus ouvert, plus en mode réception, et qui comprenait, comme tu disais Céline, beaucoup plus les principes de la vie, les polarités, le féminin, le masculin, et qui voyait à quel point la femme avait son rôle à jouer, et elle n'avait pas besoin de se prouver, pas besoin d'être de se prouver meilleure que l'homme ou de prendre sa place. C'était pas un concept qui existait parce que c'était comme si ça faisait partie de la vie, finalement. Aujourd'hui, c'est comme des fois les femmes, on a l'impression qu'on doit jouer du coude ou prendre notre place, ou des fois peut-être qu'on a de la difficulté à trouver notre place. Peut-être qu'on ne sait pas comment bien prendre notre place dans la société. Il peut y avoir plusieurs interrogations, mais en Égypte, ça existait comme ça. Donc Maat, c'est la grande déesse de la justice et c'est une divinité très importante en Égypte parce que c'est ce par quoi tout est équilibré finalement. Donc Maat, c'est la justice, c'est la règle, c'est l'ordre céleste. Et les Égyptiens, eux, leur grande vision, c'était de recréer l'ordre céleste sur la terre. Donc eux, ils croyaient que les humains étaient là pour honorer les dieux, honorer tout ce qui était divin et qu'il fallait reproduire le divin sur terre. Et c'est pourquoi on parle parfois de l'Égypte comme miroir du ciel. Donc les Égyptiens ont construit leur cité, leur pays comme un miroir du ciel. Donc c'est quand même une vision qui est, on le sent un peu plus raffinée, un peu plus connectée vers quelque chose de mystérieux ou de magique. Aujourd'hui, les politiciens n'ont pas nécessairement ces plans-là. C'est pas exactement le discours qu'ils tiennent. Ils vont plus parler d'économie ou d'emploi ou de travail. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est plus dans une vision dualiste ou rationnelle de la vie. Bon, c'est l'époque dans laquelle on vit. On
on doit s'y adapter, on doit vivre dans ça, mais c'est intéressant de s'approprier ou de connaître de savoir que ça n'a pas toujours été comme ça. Et l'Égypte est vraiment un bel exemple de ça. Donc, Maat, c'est la déesse de la justice et tout pharaon ou pharaon est responsable d'appliquer, de mettre de la Maat dans le monde. Donc, de mettre de la justice. Donc, là où il y a du désordre, là où il y a des querelles, là où c'est désordonné, où il n'y a pas d'harmonie, bien, on va venir mettre de la Maat. Donc, le pharaon ou la pharaon a ce rôle-là de venir mettre de l'harmonie là où il n'y en a pas. Et une des grandes reines qui a incarné ce principe-là ou qui a tenté toute sa vie de le mettre en pratique, c'est Hatshepsut, qui a été une grande pharaon, comme j'ai dit tout à l'heure. Son nom, en fait, il y a plusieurs significations à son nom, mais entre autres, celle qui est à la tête des nobles, celle au noble buste, aussi la main du dieu Amon. Donc, c'est comme si elle était un peu la main de la divinité. Donc, les mains de la divinité pour incarner ou pour construire ce que les dieux veulent construire sur la terre. Et on aura un très beau poème tout à l'heure que Céline pourra nous lire par rapport à ça. Donc elle était d'abord l'épouse d'un pharaon qui était Thoutmôsis II, qui malheureusement est décédé très jeune. Et son successeur, qui était le fils de Thoutmôsis II, qui était le troisième finalement, avait seulement, on pense qu'il avait entre 5 et 10 ans. Donc, il était évidemment trop jeune pour régner sur l'Égypte. Donc, elle a dû prendre la place finalement. Mais elle n'a pas été tout de suite nommée comme pharaon. Il a fallu qu'elle le devienne. Donc, il a fallu qu'elle prenne sa place comme pharaon parce que au départ, elle était plus comme la régente de l'Égypte, donc celle qui va remplacer comme par intérim le pharaon qui ne pouvait pas assurer sa fonction finalement. Mais grâce à ses qualités exceptionnelles de dirigeante, de conductrice, de constructrice aussi, elle a été couronnée comme pharaon. Donc c'est pas quelque chose qui a nécessairement été acquis, mais en fait, elle a été pharaon parce qu'elle méritait d'être pharaon. Elle avait les qualités pour le devenir. Et on dit d'elle que c'était une très belle femme. On voit un peu ici, on a d'autres images aussi. Donc, c'était une très belle femme, aux yeux en amande, aux lèvres fines, aux joues lisses. Et à la jeunesse éternelle. Donc, tous les portraits qu'on a d'elle, elle est toujours jeune, toujours souriante. Et elle incarne beaucoup l'idéal féminin, justement, en Égypte, qui combinait un peu ces deux aspects-là de la femme, qui est douceur, beauté, sagesse, mais aussi force, puissance, construction. Donc, c'est intéressant de voir en Égypte que pour les Égyptiens, la femme n'a pas seulement un rôle. C'est pas juste sois belle et tais-toi. C'est pas juste être. Donc, la femme pouvait être belle, pouvait être dans des fonctions de conduction, mais pouvait aussi être une mère, être une épouse, pouvait être une gardienne de temple. Donc, elle pouvait vraiment assurer tous les rôles. Donc, c'était pas séquestré dans des petites boîtes ou dans des rôles prédéfinis. La femme pouvait être tout ça en même temps. Donc, pour nous, je trouve que c'est vraiment inspirant parce que des fois, on cherche notre rôle, ou on se demande qu'est-ce qu'on devrait, en tant que femme, qu'est-ce qu'on devrait incarner, mais on peut être tout ça en même temps. On peut être ferme, mais douce, on peut être sage, mais puissante, on peut avoir de la compassion, mais en même temps être combative. Et Hatshepsut, elle a légué un grand héritage parce qu'elle incarnait toutes ces qualités-là. Donc, un peu les qualités de la femme idéale. Et elle a quand même réussi à être pharaon, qui n'était pas une mince affaire. Le pharaon, c'était comme le reflet de la divinité sur terre. Il devait assurer justement l'ordre divin.
Et s'il y avait des perturbations ou s'il y avait des guerres, ben, le pharaon devait porter action pour faire ça. Donc, on pourrait penser que c'est un rôle masculin, mais en fait, la reine Hatshepsut et beaucoup d'autres pharaons ont été capables d'assurer ce rôle-là. Donc, comme tu en as parlé un peu, Céline, elle a été capable d'intégrer le masculin en elle, donc la polarité masculine. Donc, et ça, comme tu l'as dit, Céline, c'est intéressant parce qu'on n'a aucun, dans ce que j'ai lu du moins, toutes les femmes pharaons n'étaient pas, elles sont restées comme célibataires. Elles n'ont pas eu besoin d'un mari, d'un époux royal, si on peut le dire, pour assurer leur fonction. Parce que ce qu'on disait, c'est qu'elles avaient réussi à intégrer le masculin en eux. Et pour les pharaons, par contre, on dit que les pharaons avaient besoin d'une épouse royale pour assurer cet aspect-là dont tu as parlé, Céline, de donner la vie, de transmettre la sagesse. Donc voilà, donc c'est un peu ce que je voulais présenter par rapport à Hatshepsut, par rapport à ce qu'elle était comme personne. Et un des rôles aussi du pharaon, c'était de construire des temples. Parce que les temples, en Égypte ancienne, sont vivants. Les temples sont des êtres vivants. Et ils ont comme une puissance. Les temples sont la demeure des dieux. Ce sont la demeure où les dieux peuvent habiter et assurer un peu leur fonction chez les hommes. Et tout pharaon devait construire sa demeure d'éternité. Et le temple d'Hatshepsut, elle l'a nommé le temple des millions d'années, parce que c'était le temple qui devait justement assurer la survie de son âme, ou de son cas, comme les Égyptiens disent, dans l'éternité. Donc, comme on avait une belle phrase au début d'Hatshepsut, « Ma conscience songe à l'avenir, le cœur d'un pharaon doit penser à l'éternité. » Donc, telle était la vision des pharaons. C'était pas un plan de campagne électorale de 4 ans, de 8 ans. C'était vraiment l'éternité. Donc, c'était ça leur vision. Et Hatshepsut a fait construire ce très beau temple qui allait abriter pour des millions d'années son âme et qui allait assurer la régénération de son âme aussi. Parce que c'est important pour l'âme d'être régénérée. Donc, quand le corps mourait, ben, oui, le corps mourait, mais l'âme continuait dans l'au-delà. Et les Égyptiens, c'était important pour eux. Toute leur vie terrestre, c'était en fait une préparation pour la vie de l'au-delà. Donc, aujourd'hui, c'est un peu à l'envers. On fait tout, on a l'impression que tout se passe dans la vie terrestre, puis qu'après, il n'y a rien. Mais du moins, ça peut être une pensée que certaines personnes entretiennent. Mais pour les Égyptiens, c'était préparer l'au-delà, finalement. Et c'est pourquoi ils étaient aussi soucieux de faire les choses bien, de construire, d'assurer une pérennité, d'assurer comme un avenir à ce qu'ils faisaient. Et Hatshepsut est vraiment allée dans ce sens-là, dans sa conduction. C'est tout dans le but de servir. Donc, le pouvoir qui lui avait été donné, comme tu as parlé, Céline, c'était pas juste pour elle, c'était pas juste pour son image ou son ego ou son petit profit personnel, comme on pourrait penser pour certains dirigeants aujourd'hui, dont je vais faire le nom. Mais c'était vraiment dans une idée de servir. Servir quelque chose qui est plus grand que soi. Et de transmettre cette sagesse, transmettre cette conception de la vie. Et pour les Égyptiens, c'est très important cette idée de transmission de la spiritualité, transmettre la sagesse. Puis on a une belle représentation, j'en profite pour en parler, de vous présenter une de nos pièces, qui est Isis, qui allait Horus. Donc Céline, tu en as parlé de Isis. Et si on regarde ça avec notre mentalité d'aujourd'hui, de 2018, on pourrait juste voir comme si
c'est Isis qui allaite un enfant, ou c'est une femme qui allaite un enfant. Donc ça, c'est l'aspect formel, ou c'est l'aspect comme le plus brut qu'on pourrait concevoir. Mais en fait, ce que ça symbolise pour les Égyptiens, c'est vraiment cette transmission du savoir, cette transmission de la sagesse, cette transmission de la spiritualité. Donc c'était beaucoup le rôle de la femme en Égypte ancienne, la transmission du savoir. Puis même aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important pour la femme. On voit beaucoup de femmes dans l'enseignement, dans le soin aux enfants. Donc c'est quelque chose qui est quand même très féminin dans son essence. L'idée de transmettre, de prendre soin, de faire les choses avec amour. Et cette représentation-là nous montre ça d'une très, très belle façon. Donc, cette idée-là de donner la vie aussi, de nourrir. Donc, c'est très beau. C'est des principes féminins qui sont très, très beaux qu'on ne réfléchit pas à ça, mais c'est très inspirant de savoir que la femme contient ça à l'intérieur d'elle-même. Toutes les femmes ont ces principes-là. Donc, puis aussi un beau mythe en Égypte qui est très, très beau, qui nous parle de la renaissance du soleil. En fait, on nous parle d'une autre divinité qui est la divinité Nout, qui est en fait la voûte étoilée. Pour les Égyptiens, tous les principes sont des dieux ou des déesses. Donc, pour eux, le soir, quand on voit la voûte étoilée, donc le ciel étoilé, pour eux, c'était comme une divinité qui faisait comme un pont comme ça. C'était une grande, grande divinité qui assurait justement la voûte étoilée. C'est dommage qu'on n'a pas de représentation, on pourra vous en montrer si vous voulez. Et chaque soir, la Nout, elle absorbait ou elle mangeait le soleil pour le faire renaître le jour suivant. Donc, c'est très beau. Donc, c'était grâce à elle, c'était grâce à un principe féminin que tous les jours, on pouvait revoir le soleil se lever. Donc, c'était le rôle que la femme, que le principe féminin avait, de faire renaître les choses. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, de cet esprit-là que Hatshepsut a régné. Et on sait que pendant son règne, qui a duré environ 15 ans, le pays était très harmonieux, il y avait peu de guerres. Elle a érigé des grands temples, elle a érigé des obélisques aussi qui sont vraiment des œuvres d'art. Et vraiment qu'elle a régné sur l'Égypte d'une main de maître. Et elle a transmis ce savoir-là à Thoutmôsis III, qui était le fils de Thoutmôsis II, qui, je crois, n'était pas son fils à elle, mais en tout cas, je ne suis pas certaine. Mais dans tous les cas, elle lui a transmis cette sagesse-là, puis on sait que ça a été un très grand pharaon aussi, Thoutmôsis III, troisième. Alors, voilà, je ne sais pas si on peut peut-être lire, on a un beau poème pas une prière, mais un poème ce sont comme les mots de Hatshepsut qui sont gravés d'ailleurs dans son temple, qui vont nous mettre un peu dans l'ambiance, dans l'esprit de... Donc c'est sur l'obélisque de la reine pharaon Hatshepsut à Karnak, et elle écrit: je n'ai pas oublié ce qu'il avait ordonné. Ma majesté connaît sa divinité. J'ai agi sur son ordre, car lui qui me guida, je n'ai pas fait le plan de l'œuvre hors de son action. C'est lui qui m'a orienté. Je ne me suis pas assoupie, car je me préoccupais de son temple. Je ne me suis pas écartée de ce qu'il avait commandé. Mon cœur était intuition devant son Père. Je suis entrée dans l'intimité des plans de son cœur. Je n'ai pas tourné le dos à la cité du Maître de la totalité, mais j'ai tourné mon visage vers lui. Donc c'est une prière au Dieu, en fait, qu'elle adresse. Donc ça, on sent toute cette justice, toute cette justesse qui habite la pharaon pour pouvoir continuer d'accomplir les œuvres sur la terre d'Égypte. Et Sophie, tu voulais parler, je crois, de d'autres reines. Tu as mentionné qu'il y avait d'autres reines aussi, que bien sûr Hatshepsut
elle n'était pas la première, ni la dernière. Il y a eu d'autres reines en Égypte ancienne qui ont été des épouses royales, comme Tilly, par exemple. Et puis, on va avoir aussi la reine Touya, qui a régné, qui était l'épouse de Ramsès II, qui est magnifique, cette image absolument magnifique, superbe. Et on va la voir tenant ce qu'on appelle le nœud d'Isis, qui est un autre symbole important aussi en Égypte ancienne, et qui va exprimer cette fonction justement de créer des liens. Le nœud. Il va y avoir tout un art des nœuds qui va se développer en Égypte, dans le sens aussi de tissage. Il va y avoir même une déesse qui est rattachée à ce tissage. Aujourd'hui, on parle du net, de l'Internet. Des fois, c'est un tissage qui n'est pas aussi, comment je pourrais dire, vivant et certainement humain que la vision que portait l'Égypte ancienne. Mais cette capacité de créer des liens, de relier, en fait, va être la racine du mot. Ça nous donne c'est en lien avec le mot, là je vais utiliser le latin, mais religare, qui veut dire relier, qui veut dire religion. Et la religion, ce n'était pas au sens des religions comme on les connaît aujourd'hui dans des formes, mais dans la capacité de pouvoir vivre l'union, qui était justement dans cette quête de s'harmoniser, de pouvoir se relier. Et à certaines périodes en Égypte ancienne, il pouvait y avoir 9 ethnies différentes qui cohabitaient en harmonie, en union. Alors c'est aussi un idéal qui se rencontre en Égypte et que le pharaon va s'efforcer de développer et de maintenir. Maintenant, maintenir cette harmonie va demander aussi de faire appel à un autre principe. Quand dans le titre, on parle de la sagesse, on parle de la force, on parle aussi de la puissance. On a utilisé ce terme-là, puissance du pouvoir féminin, caractérisé par cette qualité. Donc elle va être représentée, cette puissance, par une déesse qui est aussi très importante en Égypte ancienne, qui s'appelle Sekhmet. Et c'est une déesse à tête de lionne. Et pour ceux qui ont visité justement l'expo à Pointe-à-Calière, on retrouve des représentations de cette déesse. C'est pour ça qu'on a voulu aussi l'inclure, mais parce que ça fait partie de toute la dynamique d'évolution de l'Égypte ancienne. L'Égypte, on parle d'équilibre, on parle d'harmonie, mais ce n'est pas comprendre l'équilibre comme quelque chose de statique. Tout est en transformation en Égypte. Tout est en devenir. L'humain est en devenir. Nous ne sommes pas finis. Nous sommes... C'est intéressant pour nous parce que s'il y a des choses qu'on veut accomplir, si on est en devenir, ça veut dire qu'on a un avenir. Comme dans cette phrase magnifique d'Hatshepsut qu'on a vue. Donc, cette harmonie s'atteint par l'équilibre qui procède du déséquilibre, qui intègre le déséquilibre. Pour atteindre l'équilibre, je dois marcher vers cet équilibre. Mais pour marcher, je déséquilibre mon corps. Et l'Égypte est une société qui comprend que tout est dynamique, tout est en mouvement, rien n'est statique dans la vie, tout évolue et que une erreur ou encore quelque chose qui serait contre nature serait de s'arrêter d'évoluer. Aujourd'hui, on appelle ça l'embourgeoisement. Non, c'est vrai, mais d'arrêter d'avancer, d'arrêter de progresser, d'arrêter d'évoluer. Alors,
oui, on a peut-être acquis une qualité, on a peut-être acquis un état, on a peut-être acquis une petite, même si on n'est pas maître de la maison, on a peut-être acquis une petite maîtrise sur nous-mêmes, même si on n'est pas complètement maître de nous-mêmes. Hein, mais l'idée, c'est d'offrir cette maîtrise acquise pour continuer d'avancer, pour continuer d'évoluer. Parce qu'on n'a pas la sagesse, parce qu'on n'a pas atteint ce soleil de vérité hein, vers lequel tend l'Égyptien et l'Égyptienne. Alors Sekhmet, elle va représenter l'aspect guerrier de la femme. Donc la femme a cet aspect de la sagesse, mais elle a aussi un aspect qui est guerrier. C'est la guerrière. Et elle combat, elle combat tout ce qui est obscur. Sophie, tout à l'heure, tu as parlé des fois le désordre dans la cité, le chaos, etc. Et c'est dans la cité, donc elle va combattre ce désordre, la maladie, le chaos, tout ce qui ne fonctionne pas bien, mais aussi en elle-même. C'est un travail avec elle-même. Alors, est-ce que mon cœur est en paix? Est-ce que mes émotions sont tranquilles? Est-ce que mes idées sont claires? Et donc, c'est contre toute cette obscurité, parce que des fois, la réponse, elle n'est pas toujours oui. Mon cœur est en paix. Oui, mes idées sont claires. Oui, mes actions sont justes. Alors non, parce que nous sommes humains. Et puis nous sommes en devenir, donc nous ne sommes pas des dieux. Il y a le monde des dieux, et nous sommes le monde des hommes, des femmes, le monde des humains. Nous avons des modèles, il y a des référentiels dans le sens de capacité d'atteindre plus de sagesse, capacité d'atteindre plus d'équilibre. Et donc, Sekhmet va représenter ça, cette déesse guerrière qui combat les obscurités, les nuages, les tempêtes, les désordres, le chaos, pour justement rencontrer cette vérité intérieure. Là, ici, sur la diapo, on dit « Elle protège son père, le soleil ». Mais, donc, c'est protéger le soleil de vérité contre tout ce qui est mensonge, hypocrisie, vanité, détournement, etc. Des forces de la vie, détournement des forces de la vie. Alors, c'est très intéressant et ceci parle en fait d'une réalité de l'Égyptien. Pourquoi il arrive, par exemple, pourquoi on arrive en Égypte ancienne à avoir d'aussi longues périodes de temps où les différentes ethnies vivent en harmonie, parce que chacun a la responsabilité d'être maître de sa maison. Chacun a la responsabilité de se gouverner soi-même. Alors, quand chacun se gouverne, ben, il n'y a pas besoin de force extérieure pour contrôler les désordres. Bien sûr que ceci est un idéal, et ce n'est pas quelque chose, on n'est pas toujours en maîtrise de soi, on le sait bien, mais c'est un travail qui peut se faire et puis qui peut s'améliorer, de se rappeler qu'on a des pouvoirs à l'intérieur de nous, et c'est le pouvoir de Sekhmet de chasser des désordres qui existent à l'intérieur de nous. Donc ce symbole de devenir, de transformation qui passe par un principe de vie, mort, renaissance, en mourir à une obscurité pour naître à une lumière, mourir à une ignorance pour naître à une lumière de sagesse, ça va pouvoir s'exprimer à travers le symbole du scarabée, hein, qui est un symbole très fort en Égypte ancienne. Hein. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le symbolisme du scarabée? Le scarabée, on le voit ici représenté, c'est un bijou très beau, ici en lapis lazuli. Hein. Alors,
Donc, ces symboles sont exprimés par des artistes, mais ce n'est pas seulement une décoration, ce n'est pas seulement pour faire beau, c'est vraiment tout un sens profond. Et toujours le symbole est une réalité en fait naturelle. On ne peut pas prendre, par exemple, je ne pourrais pas prendre ici une souris d'ordinateur et décider, bon, ben ça va être un symbole du soleil, par exemple. Ça ne fonctionne pas. Les symboles sont universels. C'est une réalité naturelle, une réalité de la nature qui, à cause de ses propriétés, est à même de représenter un principe de vie. Et quelquefois, on va aller le chercher comme le soleil il va représenter l'esprit parce qu'il donne de la chaleur, il donne de la lumière, il fait croître toute chose. Alors, c'est une puissance sans laquelle il n'y aurait pas de vie sur la terre. Alors, à cause de tous ces attributs, il va représenter l'esprit. Et, par exemple, pour le scarabée, on va étudier ses mœurs. Les Égyptiens observaient, les Égyptiens qui étaient des philosophes, hein? Des philosophes dans le sens de philo, amour, de la sophia, sagesse. Amour de la sagesse. C'est ça que ça veut dire, philosophie. Des fois, on pense, c'est compliqué dans la tête, la philosophie, mais non. C'est chercher le sens des choses, c'est naturel. Les enfants cherchent à comprendre. On est, nous, les êtres humains, de façon naturelle, des philosophes. On veut comprendre ce qu'on vit, en fait. Et donc, ils observent le monde de la nature et voient cet animal qui est le scarabée, qui vit dans le désert. Et le scarabée, il fait avec sa salive, il fait comme une boule. Une boule. Et puis, il roule cette boule dans le sable. Et il pousse cette boule devant lui. Et ça fait comme cette boule pour les Égyptiens, et voir ce scarabée qui la pousse et qui fait croître cette boule, c'est comme, pour eux, c'était comme un symbole de donner naissance au soleil. Et c'est pour ça qu'il est rattaché à la transformation et au devenir. Et juste par curiosité, à quoi ça sert pour l'esclavage? Alors, il va à un moment donné pondre des œufs à l'intérieur, et donc là, je ne suis pas spécialiste en scarabée. Mais oui, il y a tout un sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que toujours les symboles reposent sur des réalités de la nature pour exprimer des principes. Alors, ce n'est pas une adoration du scarabée, il n'y a pas du tout. Mais c'est juste pour dire que tu vois, cette réalité naturelle peut exprimer ce principe de transformation, de devenir, hein, de donner naissance, et qui est le sens de la vie. Pour les Égyptiens, le sens de la vie, c'est faire un effort pour devenir soi-même. C'est quoi ce devenir? C'est devenir authentique, rencontrer notre réalité intérieure, donner naissance, comme Isis, à l'enfant lumière, qui est Horus, donner naissance à notre propre soleil intérieur. C'est très beau. Alors, donc, donner naissance à notre soleil intérieur, ce soleil intérieur, bien sûr, il va s'exprimer à travers toutes les qualités humaines que l'on retrouve dans la vie aussi, et donc cette grande force, cette grande puissance. On parle de la puissance guerrière, mais cette autre grande puissance qui est l'amour, qui protège et qui fait croître toute chose. Alors, la dame, elle va avoir aussi un aspect protecteur. Et on va la représenter comme dans cette image. On voit qu'elle protège. Elle protège son époux. Tout comme lui aussi la protège. Il y a beaucoup d'amour entre l'homme et la femme.
mais que ce soit au travers le couple, mais que ce soit au travers aussi la relation du frère et de la sœur, que ce soit au travers la relation de la mère et de son enfant, du père et sa fille. Il y a un grand respect de l'autre, de l'être humain, que l'on retrouve dans la sagesse égyptienne, qui est vraiment très inspirante. Et c'est bon parce que pour nous qui vivons de façon très isolée les uns des autres aujourd'hui, qui ne nous comprenons plus tellement bien comme êtres humains, qui avons du mal des fois à comprendre l'autre, au contact de ces civilisations anciennes, ça vient réveiller à l'intérieur de nous une réalité naturelle, une capacité d'amour, une capacité de bonté, une capacité de protéger l'autre, de l'accompagner, de prendre soin. Tu en parlais tout à l'heure, Sophie. Donc cette beauté ici, dans cette sculpture, quand je l'ai vue, cette image, cette sculpture très belle, ça m'a fait penser à un poète philosophe de nos temps contemporains qui n'est pas égyptien, mais ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à Saint-Exupéry, qui dit l'amour, ce n'est pas de se regarder dans les yeux, mais de regarder ensemble dans la même direction. C'est tellement beau. Je pense que les Égyptiens savaient ça. Et donc cet amour, il s'exprime à travers la beauté. Alors ici, bien sûr, on reconnaît le visage, la reine Néfertiti, qui a été aussi une grande épouse royale, connue pour sa beauté. Tu parlais de la beauté d'Hatshepsut. Nous, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne comprend plus tellement. La beauté, elle est associée à ce qui est superficiel. Mais en fait, pour les Égyptiens, ce n'était pas ça du tout. Parce que pour eux, créer la beauté, c'était une façon d'exprimer justement l'harmonie. Et la beauté, ce n'est pas dans la forme plastique. Nous, on l'a réduit à une forme plastique. Alors, et c'est là que ça devient superficiel. Tu vois, mais pour les Égyptiens, la beauté est un rayonnement de lumière. C'est un rayonnement de l'amour. C'est relié à l'amour. Quand on aime quelque chose, on rayonne. Et la beauté de la personne apparaît. Il n'y a pas besoin de correspondre à des canons de forme ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. C'est pouvoir voir la beauté en toute chose. La beauté n'est pas prisonnière des formes. Elle s'exprime dans la nature au travers les animaux, à travers les végétaux, à travers les montagnes, les rivières. Il y a de la beauté partout qui nous entoure. Et vraiment, l'Égyptien sait célébrer la vie. Il sait célébrer la beauté ici. Et il s'en entoure. Et ceci fait que ça provoque aussi une volonté de la rencontrer à l'intérieur de soi, sa propre beauté, qui, encore une fois, n'est pas réductible à la forme, mais à un rayonnement intérieur. Alors, on va voir, vous connaissez probablement ces papyrus très beaux, alors ces dessins magnifiques avec ces dames qui expriment douceur, qui expriment beauté, qui expriment aussi joie. Parce que la joie, pour l'Égyptien, est fondamentale. On parle d'un peuple qui est spirituel, qui construit des temples pour s'élever jusqu'au Dieu, et que ces temples pour s'élever jusqu'au Dieu ne sont pas créés avec une mine
austère et sévère que l'on rencontre des fois dans certains rites religieux. Non, c'est une célébration de la vie. Et alors, la joie, l'expression magnifiée dans les corps par les attributs, par le vêtement, prend tout son sens. Donc encore ici une autre représentation très belle avec les couleurs et puis la grâce des lignes aussi. C'est ça qui est avec l'art égyptien qui transperce. On la voit ici, elle va prendre soin, la femme égyptienne va prendre soin d'elle. Alors elle assume le pouvoir, mais elle ne va pas se masculiniser pour autant comme on le disait. Elle porte les maquillages, elle porte les parures, elle porte le rayonnement. Elle est responsable d'amener ce rayonnement de cette réalité spirituelle intérieure. Et ce rayonnement, il va s'exprimer dans tous les arts, dans la musique. Des centaines d'instruments anciens qui vont être développés, utilisés dans les fêtes. En fait, le pays de l'Égypte était un pays heureux. La punition pour les Égyptiens, c'était de devoir quitter leur pays. Si certains commettaient des gestes contraires à la vie, la pire punition pour eux, c'était d'être chassés de l'Égypte. Parce qu'ils voulaient tous être en Égypte, tous rester dans leur pays. Ça, c'est intéressant aussi de le voir. Et ils avaient 100 jours de fête par année. 100 jours de fête par année. Alors, donc, c'est vraiment, dans les époques très anciennes, des civilisations qui vivaient très bien. Leur fête n'était pas, par exemple, Thanks God, it's Friday, si j'en peux plus, j'ai la langue par terre, et là, il faut que je me défoule. Tu vois, c'est ça, c'était pas ça. C'était comme, c'était rythmé. Alors, il n'y avait pas, workaholic. Non, c'était pas comme ça. C'est un rythme, mais qui permettait, les fêtes étaient sacrées, c'était le temps sacré. On célébrait justement les principes de vie au moment de ces fêtes, et ça permettait de se rappeler, mais pourquoi je vis? C'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi le sens de l'existence? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Parce que toutes ces questions-là, elles étaient là en Égypte. Et est-ce qu'elles sont avec nous aujourd'hui? Est-ce qu'on se les pose? Ça passe à tout. On se pose ces questions-là aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? C'est quoi le sens? Où est-ce que ça s'en va? Où est-ce que je m'en vais, moi? Est-ce que je suis en train de me rencontrer? Est-ce que je suis en train d'accomplir ma nature? Alors, donc, ces moments de fête étaient des moments d'intériorité, de ressourcement, dans la joie, le cœur en joie. Alors, il y a un très beau livre, je ne l'ai pas emporté, mais que j'ai, qui s'appelle Chants d'amour de l'Égypte ancienne. Oh, c'est un livre magnifique. De chants qui célèbrent la vie, qui célèbrent la beauté, qui célèbrent l'amour de son enfant, de son frère, de sa sœur, de son conjoint, de la vie, de la déesse, du Dieu. C'est une célébration des relations. C'est intéressant. Donc, à nouveau, la grande déesse Isis, déesse de la sagesse. Donc, elle étend ses ailes sur toute l'humanité, en fait. Et elle est ce à quoi les Égyptiens aussi
ce que les Égyptiens vont honorer. S'ils construisent des temples, les temples sont comme des escaliers qui conduisent à l'unité. Parce que l'esprit est un. Et tout ce qui existe dans l'univers provient de cette unité. Ça veut dire que nous sommes tous frères et sœurs. Wow! et je pense qu'on a un poème sur Isis. Oui, donc je vais vous le lire. Isis, créatrice de l'univers, souveraine du ciel et des étoiles, maîtresse de la vie, régente des divinités, magicienne aux excellents conseils, soleil féminin, qui scelle toutes choses de son sceau. Les hommes vivent sur ton ordre, rien n'est réalisé sans ton accord. C'est le cœur qui s'exprime, c'est l'amour en fait. Donc c'est la célébration au lieu de la critique. Ça change les perspectives. Ça peut être beau la vie. C'est beau. C'est ce que nous disent les Égyptiens. Et cette scène, qui est aussi très, 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 très connue, elle nous parle de ce cœur en joie. C'est le cœur qui est pesé sur la balance. La balance de Maat, la justice, l'équilibre. On retrouve ici la plume de Maat, la plume de la déesse de la justice. Et le cœur, ici c'est une scène qu'on appelle la scène de la psychostasie. C'est pas important le nom, c'est le défunt à la fin de son existence. Les Égyptiens nous disent que le cœur, il est pesé. Alors, est-ce que ton cœur est lourd? Ah ben ok, alors il faut que tu retournes dans la vie. Il faut que tu retournes dans l'existence pour l'alléger. Mais ton cœur, est-ce qu'il peut être aussi léger que la plume de Maat? Est-ce qu'il peut être en joie? Et aussi léger que la plume de la déesse de la justice. Et pour eux, c'est ça le sens de la vie. C'est de pouvoir s'alléger des peurs, des tourments, des inquiétudes, des angoisses, de tout ce qui constitue un peu notre lot quotidien. Mais est-ce que l'on peut se dépouiller graduellement, pas à pas, de ce qui nous alourdit pour retrouver la joie de vivre, qui nous donne un rayonnement, qui exprime notre beauté intérieure. C'est un bel exemple, je pense, pour la jeunesse, pour les enfants, de voir des adultes qui sont joyeux, qui sont heureux. Pas une joie superficielle de divertissement. Et qui sont authentiques, dans le fond. Qui sont authentiques. Tout provient du cœur. Et pour les Égyptiens, la véritable... On dit que dans le cœur, il y a Siya. Ça s'écrit S-I-A. Siya. Siya, c'est la connaissance intuitive. Dans le cœur, il y a la connaissance. Quand on fait les choses avec le cœur, on fait les choses selon la justice, selon Maat. Ça veut dire quand on fait les choses avec amour, il y a toujours quelque chose. Ça va toujours donner quelque chose de bon. Alors voilà, le ciel étoilé de Nout, on le rencontre un peu ici, dans le temple d'une autre déesse dont on a parlé à Thor, la déesse de l'amour. Et on retrouve cette fresque dans son temple, parsemée d'étoiles.
avec ce double, cette inversion, parce que les Égyptiens vont nous dire tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et c'est là où ils cherchent à établir sur la terre un miroir des principes célestes. La sagesse, la vérité, elle appartient au ciel. C'est une étoile dans le ciel. Ce sont des étoiles dans le ciel. Mais pouvons-nous faire que cette sagesse, cette vérité, cette justice, cette beauté, cette bonté, toutes les qualités en fait, qui existent dans la vie, puissent se refléter dans nos cités? Alors on va avoir des cités miroirs du ciel. Et nous, est-ce qu'on peut être, on a un ciel intérieur. Est-ce qu'on peut être un peu dans notre vie en harmonie avec notre ciel intérieur? Pour ça, ça prend une démarche. Ça prend la possibilité de parcourir à l'intérieur de soi un chemin qui nous conduit un peu plus près de notre cœur, devenir, comme tu disais, authentique. Et c'est ça la démarche philosophique à Nouvelle Acropole. C'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis la plus haute antiquité. Les Égyptiens nous en ont parlé. Là, ce soir, on l'a fait, Sophie et moi, à travers ce thème du pouvoir féminin en Égypte ancienne, avec les attributs spécifiques, mais on va retrouver ça chez les Celtes, chez les Mayas, en Inde ancienne, chez les philosophes comme Platon, comme Pythagore, Pythagore d'ailleurs qui a étudié auprès des Égyptiens. Une grande civilisation qui a donné naissance à l'Occident. Quelque part, nous venons tous d'Égypte. C'est magnifique. C'est le berceau de la civilisation occidentale. Alors, on peut être fiers de notre histoire, notre mémoire. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut construire un monde qui soit un peu plus près de notre réalité d'être humain? C'est ça notre questionnement. On en est loin, mais on se dit pas à pas, on peut rétablir la maths. Qui sait? C'est une invitation. Mais donc, c'est ce qu'on voulait vous présenter. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on va pouvoir, si on peut y répondre, mais oui. Dans l'exposition, vous avez accès à Internet, c'est à peu près 60% de ce que vous avez montré. Il y a Tilly, il y a Touya, il y a Nefertiti, il y a les livres des vivants, le livre des morts, il y a la pesée du cœur. Quasiment toutes celles que vous avez montrées, elles sont exposées. C'est ça, exactement, c'est vrai. Oui. Et c'est intéressant parce que on a c'est une exposition rare. Donc c'est très intéressant d'avoir cette opportunité. Jusqu'à quand? Jusqu'au 6 mai, je crois. C'est pas de novembre. Même jusqu'en novembre, je pense. Ça dure. Il me semble que c'est en mai, mais je pensais que c'était Non, c'est c'est pas long. C'est pas long? Ah bon, alors on va y aller. Il faut y aller. Peut-être un peu plus que ça, mais non, je crois même pas que ça dépasse, ça arrive à l'été. Oui, ok. Bon, alors il faut absolument y aller. Sur 3 salles, mais... C'est ça, comme je vous ai dit, nous, on a eu une commande pour la production de nos pièces. Alors, ils les ont... Pardon? Il avait sur les génons aussi, l'expression. Oui, parce que c'est des traits du musée de l'eau. Oui. C'est dans la boutique, nos pièces sont dans la boutique cadeau. Oui, c'est ça. Donc, Les c'est boutiques pas... cadeaux ne sont pas dans l'expo. Oui. Nous, c'était une commande. Mais on est très fiers de ça parce que c'est tout un travail qui est fait avec l'atelier Artemisa, qui sont des reproductions archéologiques, comme j'ai mentionné, et qui sont faites par
des artistes qui sont volontaires. Mais ce qui est important aussi, c'est que d'ouvrir le livre de ces pièces, c'est-à-dire refaire sortir le sens. Parce que sinon, on va passer, on va les voir, on va dire oui, c'est beau, c'est harmonieux. Quelque part même, ça peut nous impacter très fort et ça peut nous faire vibrer, comme l'art nous fait vibrer. Mais en même temps, on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce que c'est en train de me dire, c'est quoi le message, comment ça s'applique dans ma vie au quotidien. Et nous, c'est ça notre travail ici à Nouvelle Acropole, c'est faire parler le legs que nous avons dans l'humanité pour pouvoir le vivre aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à montréal.acropole.ca/contribuer.